Bonjour à toutes et j'allais dire et à quelques-uns, mais bonjour à toutes et à tous. On est toujours dans la même configuration finalement, que je parle à des enseignants ou à un autre public. Quand on parle des petits-enfants, tout de même, on a surtout des dames. Alors, le propos que Nathalie Brisac vient d'annoncer, à l'école maternelle, jouer, c'est apprendre. C'est le titre que j'ai proposé. Et on peut l'entendre de deux façons. Et alors, premier élément, ça n'est pas un élément de prudence, parce que, comme Nathalie l'a dit, ce n'est pas forcément ce qui me caractériserait, mais je ne voudrais pas que vous l'entendiez comme une provocation du genre, maintenant, à l'école maternelle, on ne fait que jouer. Ce n'est même plus sérieux, c'est à peine de l'école maternelle. Et d'ailleurs, quand c'est à peine de l'école maternelle, pourquoi ça coûte si cher? On voit bien tout ce qu'il peut y avoir derrière. Dès que l'on veut faire de la place au jeu à l'école maternelle, ça n'est pas sérieux, quoi. S'il s'agissait que de les faire jouer, ils pourraient aller ailleurs, et ce serait aussi simple. Ça n'est pas ce que je voulais faire entendre. Et en même temps, je voudrais souligner que l'inverse ne serait pas juste. Je ne pourrais pas dire à l'école maternelle apprendre c'est jouer. Ce serait réducteur, ce serait pas complètement juste. Alors, ce sur quoi je vais insister, c'est évidemment sur les rapports du jeu et de l'apprentissage, sans entrer dans des choses très très techniques. Et on va dire à partir des derniers textes, effectivement, qui redonnent au jeu, d'une certaine façon, leur place à l'école maternelle. Non pas qu'on avait voulu absolument extirper le jeu de l'école, mais on a tellement mis en avant d'autres composantes, on va dire, de l'école maternelle, que le message qui était perçu, c'était il n'y a plus de place pour le jeu. On peut dire que depuis toujours, voire pratiquement depuis toujours, l'école a entretenu une drôle de relation avec le jeu. Vous savez, on cite souvent ce propos de Pauline Kergomar, qui fut une des premières inspectrices générales de l'école maternelle: le jeu, c'est le travail de l'enfant. Et c'était pour bien distinguer l'école maternelle de l'école élémentaire. Il faut qu'elle ait une identité, c'est une affaire importante pour le petit enfant, le jeu. Puis après, d'une certaine façon, ça s'éclipse. Quand on rentre dans le sérieux de la grande école, ce serait une école sans jeu, d'une certaine façon. Quoique, ça mérite d'être regardé de plus près. Et on a fait pendant longtemps comme si jouer avait sa place à l'école maternelle. Et puis petit à petit, d'une certaine façon, l'école maternelle a voulu conquérir une situation ou une place particulière dans les institutions de la petite enfance. Si vous voulez, on s'est mis à insister plus sur l'école que le caractère maternel de cette école-là. Et du coup, l'école, c'est pour apprendre. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que pour moi, effectivement, l'école, c'est pour apprendre. Et ça ne me gêne pas de l'affirmer, et ça ne me gêne pas de dire qu'en même temps, le jeu a une place, parce que le jeu, ça peut être aussi pour apprendre. Et c'est ce que je vais essayer de développer. L'école, c'est pour apprendre, mais il y a différentes manières d'apprendre. Et il me semble, non pas que je veuille à tout prix vendre ou vanter ces programmes, qui de toute façon s'imposent, donc il n'y a même pas à les vanter, le nouveau programme propose finalement 4 grandes familles d'activités pour que les enfants apprennent à l'école maternelle. Et parmi ces activités, il y a le jeu. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Je crois que nos références aujourd'hui, nos bases, quand on réfléchit aux apprentissages à l'école maternelle, sont peut-être plutôt celles de la psychologie cognitive, mais enfin, on est aujourd'hui
plus à l'aise avec cette idée que d'une certaine façon, il y a deux sortes d'apprentissage. Des apprentissages que d'aucuns disent spontanés, incidents, d'autres disent des apprentissages adaptatifs, qui renvoient à cette idée finalement que quand on fait quelque chose, quand on s'engage dans quelque chose, nos expériences, notre vécu nous apprennent des choses. Hein. On apprend parce qu'on s'adapte à un environnement, parce qu'on fait quelque chose dans un certain environnement. C'est cette notion d'apprentissage adaptatif ou d'apprentissage spontané. Spontané, ça voudrait dire, vous voyez, personne n'a voulu imposer cet apprentissage, et simplement l'enfant, parce qu'il fait des choses, et peut-être l'adulte aussi, enfin, remettons-nous dans certaines situations où nous découvrons des activités, nous apprenons parce que nous faisons. Peut-être que vous êtes un certain nombre à avoir appris à utiliser un ordinateur simplement en utilisant un ordinateur. Vous n'avez pas eu des leçons d'ordinateur, si je puis dire, avant de commencer. C'est un peu cette idée-là. Vous voyez, on apprend parce que l'on fait, parce que l'on s'engage dans une activité. Et puis, il y a une autre catégorie d'apprentissage qui serait des apprentissages plus structurés, plus construits selon des démarches pour lesquelles on a des stratégies, on peut dire aussi des didactiques, pensées, réfléchies pour faire apprendre. Hein, des démarches dans lesquelles il y a un adulte, un éducateur, un enseignant qui a l'intention de faire apprendre certaines choses aux enfants, hein, je vais m'en tenir aux enfants dans mon propos, et ces apprentissages-là sont d'une autre nature. On peut dire que ces apprentissages-là, s'il n'y avait pas ces adultes médiateurs, enseignants ou éducateurs, les enfants ne les feraient pas. C'est une différence qui, pour l'école maternelle, est très importante. Il y a eu des débats dans les dernières années sur ce que devait être, sur ce que pourrait être ou ce que devrait être. Parce que quand on parle d'école, on est tout de suite dans le côté il faut que, quoi. Enfin, il y a un côté idéal, injonctif, etc. Sur ce que devait être l'école. Et vous savez, il y a deux modèles. Hein. Pauline Kergomar le disait déjà à la fin du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, on pourrait dire il y a le modèle plutôt des institutions de la petite enfance telles qu'elles se trouvent dans certains pays nordiques en particulier, où on s'appuie beaucoup plus sur l'accompagnement du développement de l'enfant, la stimulation et l'accompagnement du développement de l'enfant, et puis le modèle de l'école élémentaire à la française, où il y a un enseignant qui est là pour enseigner. Et l'école maternelle a un peu basculé de ce côté-là dans les dernières années. Faudrait-il qu'elle bascule de l'autre côté et qu'elle soit réduite à n'être qu'une institution d'accompagnement du développement? Et là, des chercheurs, en particulier des experts qui se sont penchés là-dessus pour la Commission européenne, ont publié un bilan qui est très éclairant et qui montre qui souligne d'une certaine façon que toute institution de la petite enfance qui a pour projet, voire pour objectif, de réparer, entre guillemets, de compenser les conséquences des inégalités sociales et culturelles pour les enfants. Toute institution qui se donne cela comme projet doit bien faire attention au fait qu'elle ne peut pas seulement faire fond sur les apprentissages adaptatifs. Il faut construire autre chose, en particulier tous ces apprentissages que je qualifierais de linguistiques, langagiers, culturels, dont on sait à quel point ils font la différence dans l'école française aujourd'hui. Et je suppose qu'enseignants ou pas dans cette salle, vous avez tous entendu les médias dire à quel point les écarts se creusent aujourd'hui entre les performances des enfants ou adolescents d'ailleurs, selon le milieu auquel ils appartiennent. Et que, au fond, les élèves les plus en difficulté, voire les plus décrocheurs dans le système éducatif français, sont les garçons issus de familles défavorisées.
Ça donne beaucoup à réfléchir aussi sur cette question garçon-fille, mais ce n'est pas notre propos du jour, mais en liaison avec la littérature, on pourrait travailler là-dessus. Et donc cette part d'apprentissage structuré, d'apprentissage construit, patiemment, je dirais, mise en œuvre, mise en scène par des médiateurs formés à cela, eh bien, elle est sans doute irréductible si vraiment on veut faire de l'école maternelle un moment, une passerelle avant les apprentissages systématiques et structurés pour réduire ces écarts très forts entre les enfants. Et je suppose que s'il y a ici des spécialistes de la toute petite enfance, enfin, vous voyez aussi les écarts bien avant. Et donc, on est aujourd'hui à un moment où vraiment l'enjeu, me semble-t-il, pour l'identité de l'école maternelle, c'est d'accorder en bonne proportion, et en bonne proportion de manière évolutive, sans doute, selon l'âge des enfants, ces deux approches des apprentissages dans l'école. Une part d'apprentissage qui consiste, une part d'apprentissage qui consiste plus à stimuler l'inventivité et l'activité de l'enfant pour qu'il s'engage dans des activités, dans des situations où il va apprendre quelque chose, et puis une part, et on pourrait travailler beaucoup sur le rapport au livre dans ce cadre-là, mais ce n'est pas l'objet ce matin de mon propos, une part d'apprentissage plus construit afin de lutter finalement contre les conséquences scolaires des inégalités sociales et culturelles. L'école ne réduira pas les inégalités sociales. Elle n'en a pas les moyens. L'école a une volonté, un objectif et sans doute une utilité dans la réduction des conséquences scolaires des inégalités, des conditions éducatives dans lesquelles vivent les enfants. Et donc, ce programme de 2015 propose, finalement, insiste, de manière parfois un peu étonnante, finalement, quand on veut prendre de la distance par rapport au texte officiel, sur cette idée qu'il y aurait quatre modalités, quatre manières d'apprendre, quatre grandes familles plutôt de situations pour apprendre à l'école maternelle: le jeu, la résolution de problèmes, l'exercice, ou les exercices, au sens de le fait de s'exercer, de s'entraîner à faire des choses. Et puis, le programme dit la mémorisation ou la remémoration. Alors, petite parenthèse, mais j'ai fait comme s'il y avait un implicite au départ de mon propos. Je n'ai pas dit que quand je parle d'apprentissage, je ne parle pas de français et de mathématiques spécifiquement. C'est tellement connoté pour certains apprentissage français et mathématiques. Quand je parle d'apprentissage, je pense aussi bien apprentissage langagier, linguistique, mathématique, socio, cognitif, technologique, moteur. Pour moi, c'est ce qui fait qu'un enfant aborde du nouveau et, comme diraient les spécialistes, le met en mémoire durable, c'est-à-dire acquiert quelque chose qu'il va conserver. Apprendre d'une certaine façon, c'est mettre en mémoire quelque chose, mais ça peut être des choses très, très, très différentes. Alors, je disais, ce programme propose ces quatre familles, ces quatre situations dans lesquelles l'enfant apprend. L'examen, quand on veut vraiment raffiner l'analyse, montre qu'au fond, ça n'est pas absolument satisfaisant comme partition. Parce qu'on peut dire que dans certains jeux, il y a de la résolution de problèmes, que certains jeux peuvent constituer des formes d'exercice et d'entraînement. Je pense qu'on les utilise, qu'on en utilise certains beaucoup comme ça, et qu'une grande partie des jeux suppose de toute façon de se remémorer parfois des parties précédentes, pour avoir en tête les stratégies gagnantes, si je puis dire, et permettre en même temps de la mémorisation. Donc on voit bien que ce n'est pas absolument pur, vous voyez, ce n'est pas quatre familles qui seraient absolument séparées. Et au fond, c'est le jeu qui est
la forme la plus englobante, c'est-à-dire celle qui va pouvoir comprendre finalement pratiquement toutes les autres. Alors ça dépend quelle forme de jeu, mais on pourrait le dire comme ça. Ce qui est intéressant tout de même dans cette partition, c'est le fait que toutes ces familles, si vous voulez, d'abord peuvent s'adapter à tous les domaines d'activité, qu'il s'agisse d'activités langagières, motrices, scientifiques, etc. On peut trouver des jeux qui correspondent à toutes ces familles. On peut trouver des exercices, enfin, ça peut se croiser avec tous les champs dans lesquels les enfants ont à apprendre. Ça peut aussi avoir l'intérêt de montrer qu'au fond, il y a des situations dans lesquelles ce qui va être d'abord privilégié, d'abord sollicité de la part de l'enfant, c'est d'une certaine façon son engagement, ses initiatives, son inventivité, sa créativité. Dans le jeu, on a souvent cela, mais dans la résolution de problèmes aussi. Il faut faire des hypothèses. À l'âge de 3 ans, on n'appelle peut-être pas ça des hypothèses, mais il faut se représenter quelque chose, se dire si je fais ça, alors ça fera peut-être ça, etc. Il y a quelque chose comme de l'invention. Alors que dans l'exercice et la remémoration et la mémorisation, on voit qu'on sollicite plutôt finalement la répétition, l'adaptation à quelque chose qui existe déjà. Ça n'est pas du même ordre et ce sont deux formes finalement qui ne sont pas inintéressantes à articuler. Ceci étant, le programme dit aussi il ne suffit pas toujours de jouer pour apprendre. Ou, si plus exactement, en jouant, on apprend quelque chose. Mais il y a quelque chose qui caractérise l'école. C'est qu'à l'école, il ne suffit pas d'apprendre. L'école suppose que l'on sait ce que l'on apprend une fois que l'on a appris. Que l'on sait, si je puis dire. L'école suppose que l'enfant sait qu'il sait quelque chose et sait ce qu'il sait. C'est l'école à avoir beaucoup avec l'idée de prise de conscience des pouvoirs que l'on acquiert en faisant telle ou telle chose. Et s'il y a peut-être quelque chose qui caractérise le métier de professeur des écoles par rapport à d'autres métiers, on va dire d'éducation de la petite enfance, c'est qu'il... Le professeur des écoles va viser cela toujours. Cette étape après l'activité, cette étape après le plaisir de l'activité ou le plaisir du jeu, après la réussite ou l'échec d'ailleurs, alors comment c'était possible tout ça? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Avec cette idée qu'une fois que l'on sait comment on a fait pour arriver quelque part, on pourra refaire le chemin sans essayer et sans faire toutes les erreurs pour y arriver. Et au fond, apprendre, c'est ça. C'est sélectionner certaines bonnes formes pour réussir dans certaines activités et éliminer petit à petit les procédures, les stratégies moins pertinentes. On peut à certains moments, je vais dire, se contenter des stratégies gagnantes, mais au fond, l'école, elle a toujours pour objectif de faire aller l'enfant vers la stratégie optimale. Et c'est sans doute ça qui fait son identité. Je ne dis pas que c'est un idéal qu'il faut imposer, je dis que actuellement c'est ce qui fait son identité. Alors le jeu, tel que l'école l'admet, se présente sous une variété de formes. Quand je dis jeu, c'est aussi bien les jeux d'adresse, les jeux de construction, les jeux d'exploration, les jeux symboliques, j'y reviendrai parce que c'est, me semble-t-il, ce qui fait le pont avec cette maison. Le pont, encore une fois. Les jeux de construction, les jeux à règles, etc. Il n'y a pas que dans l'école les jeux éducatifs au sens où un certain nombre de personnes se les représentent, c'est-à-dire un jeu qui d'une certaine façon cache sous un certain dispositif qui paraît ludique une intention didactique d'une certaine manière. C'est ça le jeu éducatif. C'est le triomphe d'une forme de jeu quand on a commencé à développer finalement, on peut dire, l'éducation de l'intelligence des enfants, quand on a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Cette variété de jeux, elle est plus ou moins présente physiquement dans les classes,
C'est-à-dire que quand on rentre dans une classe, on peut percevoir des signes, comme ça, il y a des étagères avec des choses qui disent, bah oui, on doit pouvoir jouer à tel ou tel jeu dans cette classe. Encore faut-il que le jeu y soit présent dans le temps de l'enfant. Et dans quel temps? Est-ce que le jeu n'est présent dans la classe que dans certains interstices, c'est-à-dire en gros dans ce qui ne compte pas, le moment de l'accueil, où au fond on joue, mais c'est pour faire transition entre le moment où on a mis les pieds dans la classe et le moment où on va faire des choses sérieuses, ou à d'autres moments où on en attend quelque chose et où on considère au fond que ce n'est pas une perte de temps que d'inviter les enfants dans des jeux. Alors, si on veut les repérer de façon un peu plus précise, il y a quelques dispositifs que l'on voit bien. Les enfants ont des jeux en main, hein, ça peut être les jeux de construction, et il y en a une grande variété, hein, du cube traditionnel à des choses beaucoup plus sophistiquées aujourd'hui. Et il est très intéressant d'ailleurs de voir comment de jeunes enfants à qui on sort la boîte de cubes quasiment du grenier ou d'un placard un peu poussiéreux de l'école trouvent un plaisir à jouer avec ces objets en bois, parfois dont on sent qu'ils ont été bien manipulés, bien vieux. Ils vont inventer des choses avec ces cubes. Il n'y a pas besoin d'avoir le dernier matériel à la mode pour que les enfants construisent avec des objets. Et parfois, je trouve que l'on met un peu comme cela comment dire, on abandonne finalement un matériel que des enfants réinvestissent avec beaucoup de bonheur quand on leur en laisse le temps. Alors on voit bien tout ce que les enfants peuvent acquérir en faisant ces constructions, même si on ne le théorise pas. Ces jeux de construction, on va dire, peuvent nous amener vers la technologie à brève échéance. On pourrait réfléchir à ce que font les enfants en matière de technologie. Travailler sur les matières, travailler sur les équilibres. Enfin, il y a beaucoup de notions qui sont sous-jacentes. On peut dire qu'à certains moments, ils expérimentent ces notions-là. Hein. Comment on va faire, comment on va monter, par exemple, la tour la plus haute avec le matériel que l'on a, comment on va se débrouiller pour que cela tienne. On ne va pas théoriser sur ce qu'ils font, mais ils expérimentent des choses que plus tard on raisonnera en technologie. On peut dire aussi que quand on propose à des enfants certains défis, hein, de construire des choses avec le matériel qu'on leur donne à partir d'une image, d'une représentation d'un objet, voire à partir d'un plan, ils s'initient aussi à des lectures qui relèvent de la technologie, qui relèvent de la géométrie ou qui relèveront de la géométrie plus tard. Ce sont des jeux qu'au fond, on pourrait tout à fait mettre en place dans une classe, dans un moment d'activité qui peut se rapporter à une partie du programme qui s'appelle jouer avec la matière, les matériaux, les objets. Et on peut tout à fait construire une partie des activités que le programme de l'école maternelle prévoit à partir de ces jeux-là. Il y a aussi, et c'est assez fréquent dans les classes, je pense que ça rassure un peu quand même, des jeux à règles avec le langage, avec les nombres, avec les dés, etc. Et on voit bien d'ailleurs comment la didactique des mathématiques, en particulier pour l'apprentissage des premiers nombres, a tiré parti de ces jeux-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un jeu assez subtil entre l'intention de faire apprendre certaines choses qui préexistent, on peut dire, à tout, mais également voir comment, dans cette didactique des premiers apprentissages, on a su incorporer un matériel qui est familier des enfants. C'est-à-dire quand on voit aujourd'hui l'importance que l'on donne à la perception de certaines constellations, vous savez, le 3, le 4, vous savez, les 4 points du dé, le 5 points du dé, avec leur
positionnement particulier quand même, particulier positionnement, pardon, sur les dés, on voit bien comment ce matériel purement au départ ludique sert de point d'appui autant que les doigts de la main. Hein. 5, c'est les 5 du dé autant que les 5 doigts de la main dans les apprentissages aujourd'hui que l'on va travailler avec les enfants. Bon, sur le langage, vous avez énormément d'activités, on va dire de révision de vocabulaire dans les classes ou de réactivation de vocabulaire qui se font avec des lotos. Mais tout ça, si je puis dire, c'est l'enseignant qui le sait. C'est-à-dire l'enfant qui joue, lui. Il joue au loto des animaux, il joue au loto des fleurs, il veut gagner, il veut en avoir le plus possible, des petits cartons qu'il va mettre sur sa carte. Oui, vous voyez bien qu'il se confronte au hasard, il se confronte à la reconnaissance rapide, parce que si on joue à plusieurs, qu'il n'y a qu'une petite carte à placer, il faut l'avoir vue avant l'autre qui a aussi le même dessin sur sa plaquette, etc. Et on voit bien ce qui se joue à ce moment-là, et qui, d'une certaine façon, pour l'enseignant, devient un moment quasiment d'exercice, d'entraînement, de remémoration. Pour l'enfant, c'est un loto. L'enfant qui joue au jeu de loi, il joue au jeu de loi. Et il veut gagner par rapport à l'autre. Donc il a intérêt quand même à s'arranger pour lancer le dé, pour que ça avance un peu plus vite. Ce qui déjà veut dire qu'il sait que 5, c'est plus que 3. Et oui, tricher et mentir, c'est avoir acquis beaucoup de compétences. Hein. Pardonnez-moi. Je ne dis pas que c'est un acte qu'il faut induire éducatif, mais c'est très révélateur. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'inventer des exercices d'évaluation. Quand on voit que le petit cherche à faire 6, parce que ça va lui permettre de terminer et d'arriver le premier, on a compris qu'il sait déjà beaucoup de choses sur au moins les 6 premiers nombres. Il faut regarder aussi les choses de ce point de vue-là. Bon, ça, c'est une... ce sont des jeux que l'on voit, que l'on utilise beaucoup. Les enfants jouent aussi physiquement dans ce qu'on appelle les coins de jeux symboliques. Mais je vais y revenir à la fin parce que je pense que c'est ce qui fait le mieux le pont et donc je veux le traiter en dernier. Je voudrais simplement mettre l'accent sur d'autres activités qu'on ne classe pas forcément en relation avec le jeu et qui pourtant, de mon point de vue, sont très importantes. Ce sont tous ces jeux que l'on pratique, on va dire, dans les activités physiques. Les jeux traditionnels, les jeux dansés, les jeux chantés, comme l'on dit quelquefois dans le bagage, et qui sont parfois des jeux issus d'un patrimoine très ancien. Et c'est intéressant de remettre en œuvre ces jeux patrimoniaux, ces jeux traditionnels. Ce sont des supports de conversation avec les parents, avec les grands-parents même. Enfin, aujourd'hui, tous les grands-parents qui sont allés à l'école française savent ce que c'est que le ballon prisonnier, savent ce que c'est. Alors, je ne dis pas qu'on joue au ballon prisonnier à l'école maternelle, mais c'est un exemple de cette nature-là. Ces jeux-là relient les enfants d'une certaine façon à une mémoire tout à fait particulière des activités enfantines au travers des âges. Et on ne les met pas forcément dans les jeux, alors que ce sont des bons moments et des moments importants. Mais il y a également, et il me semble que c'est une part du travail de l'école maternelle, que de permettre aux enfants tous les jeux avec le langage. Et ce que je mets dans les jeux avec le langage, c'est tous ces plaisirs de dire, au sens où c'est quasiment des plaisirs de bouche et des plaisirs du corps, avec les premières formulettes, les premières comptines. On voit bien que des enfants, je pense aux plus petits, qui parlent peu, qui parlent pas, qui disent pas, ont dans ces moments-là un plaisir physique d'être avec les autres, quoi. Ils vont vous dire simplement les dernières syllabes des mots. Hein. Vous avez tous fait cette expérience. C'est des bouts de rimes comme ça qu'ils nous lancent, mais ils attendent tel moment pour rire, pour
pour faire certains gestes, parce qu'il y a tout ce plaisir du corps qui va avec les choses que l'on dit, qui n'ont pas forcément de sens. Et c'est en ce sens que c'est des jeux avec le langage. C'est que ce n'est pas du langage pour faire agir, c'est pas du langage pour faire comprendre. C'est une autre forme de langage hein, qui donne finalement un plaisir à manipuler les mots, à manipuler des structures, et qu'on va retrouver, hélas, trop peu à mon goût aujourd'hui dans l'école, avec la poésie à un autre moment. C'est ce plaisir-là, c'est la fonction poétique du langage qu'on mobilise dès l'école maternelle, avec les formulettes, avec les comptines, etc. Avec les charades à un certain moment. Les charades, ce sont des jeux avec le langage. On parle beaucoup et de façon très savante parfois de toutes les activités liées à la conscience phonologique, aux principes alphabétiques. Mais il faudrait voir comment toutes ces activités très traditionnelles, hein, qui ont à voir avec les rébus, avec les charades, peuvent être mises au service de l'entraînement à ces compétences-là. Ce que j'appelle les dominos de mots, ces trucs que l'on enchaîne, hein, bout de ficelle, selle de cheval, on a tous envie de continuer hein, et on se dit tous qu'on a joué à ça. Mais c'est extrêmement important de mettre les enfants dans ces situations-là. Et quand on les y met, mais c'est extrêmement révélateur des grandes différences langagières entre les enfants. Il n'est pas nécessaire d'avoir des exercices très scolaires pour les percevoir, les différences. Il faut une créativité langagière, mais qui puise quand même dans tout le vocabulaire que possède l'enfant pour pouvoir enchaîner comme ça ces suites. Ce sont des activités qui peuvent paraître... comment dire, assez légère, quoi, et dont on ne perçoit pas, je trouve, la profondeur par rapport à ce qu'on mobilise chez les enfants. Et puis enfin, les jeux avec le langage, il y a tous ceux qui sont induits aussi par les premiers livres que manipulent les enfants. Je pense à des livres à manipuler, justement. Hein, c'est quasiment du cachet-coucou avec le livre, hein, où il y a un objet qui va se cacher derrière certaines choses. Enfin, c'est aussi un premier jeu qui se déplace du jeu physique, finalement, au jeu incorporé dans le livre. Et ce plaisir est renforcé, est initié d'une certaine façon par le partage avec un médiateur. Parce que vous pouvez avoir dans le coin livre les plus beaux livres à manipuler, s'il n'y a pas quelqu'un pour les faire vivre, eh bien ça ne sera pas utilisé. Et au fond, on voit bien qu'un certain nombre d'enfants ont déjà connu ce plaisir-là quand ils arrivent à l'école. Alors, dans les institutions de la petite enfance, que vous devez représenter un certain nombre ici, et dans les familles, et d'autres découvrent absolument ces choses-là dans le temps de l'école. Il faut se rappeler tout de même que peu d'enfants fréquentent les institutions collectives de la petite enfance, hein, que sur le territoire elles sont très inégalement distribuées, et que pour un grand nombre d'enfants, finalement, c'est l'école qui constitue cette première médiation. Alors, dernier ou avant-dernier point de mon propos, un petit temps quand même sur ce qu'on appelle les jeux symboliques à l'école maternelle. C'est peut-être le jeu avec sa majuscule, si je puis dire. C'est là qu'on est pleinement, d'une certaine façon, dans ce qu'on a souvent appelé le jeu. Ce sont tous les jeux de faire semblant. On joue à faire croire, à se faire croire. On joue à croire aussi. Hein. Make believe, disent les anglo-saxons. On en a deux formes, si je puis dire. Ce sont surtout les ludothécaires qui analysent les choses comme cela, mais il me semble que ces deux formes méritent vraiment d'être distinguées. Les jeux de rôle, les jeux de rôle et les jeux de mise en scène. Ce qu'on mettra plutôt dans les jeux de rôle, c'est quand un enfant, ou des enfants d'ailleurs jouent ensemble,
investissent le jeu eux-mêmes physiquement. On va jouer au docteur dans le coin docteur de la classe, on va jouer au papa, la maman, et toi tu serais le petit dans le coin cuisine, etc. On va jouer à la maman avec les poupées, les poupons qui sont dans un coin, etc. Le jeu de rôle, c'est quand l'enfant épouse un rôle, joue un rôle lui-même, physiquement, incarne quelque chose. Et les jeux de mise en scène, c'est quand les enfants manipulent des objets, des figurines, et, si vous voulez, inscrivent l'activité de ces objets, de ces figurines, dans un décor qu'ils inventent et dans un scénario qu'ils inventent. À la limite, je ne vais pas faire publicité pour quoi que ce soit, mais on prend quelques Playmobil, on a le château, alors peut-être le château tel qu'il existe ou tel qu'on l'a inventé, d'ailleurs c'est bien mieux quand il faut construire le château avant d'y faire jouer les personnages, parce que c'est ça qui est mobilisé derrière. Et de ces deux activités-là, on voit que massivement, l'école propose la première et assez peu la seconde. Parce que la seconde, finalement, elle n'est vraiment accessible qu'à des enfants déjà un tout petit peu grands, s'imaginer un scénario, penser les personnages, penser comment ils vont évoluer. Alors bon, l'enfant peut jouer seul, mais ils peuvent se mettre d'accord à plusieurs. Ce serait plutôt des moyens grands, si je puis dire, ou des grands. Et c'est à ce moment-là que le jeu symbolique est réduit dans les classes maternelles. Et de mon point de vue, c'est une erreur. De mon point de vue, c'est une erreur parce que ces activités-là sont sans doute celles qui ont le plus à voir avec quelque chose qui est compliqué à l'école et qui est fondamental, c'est la production d'écrit. Inventer un scénario pour le faire jouer, inventer un décor, finalement mobilise le même type d'activité mentale, anticipatrice, etc., que la production d'écrit plus tard. C'est inventer une histoire. Et au lieu de la mettre sur le papier, c'est la mettre en acte d'une certaine façon. On voit bien que c'est totalement précurseur de. C'est solliciter un imaginaire, c'est lui donner des moyens de s'exprimer. Alors après, on va le dériver vers la production d'écrit. Mais si les enfants avaient suffisamment d'activité dans ce sens-là, peut-être finalement aurions-nous plus de facilité avec la production d'écrit ultérieurement. C'est quelque chose qui, à mon sens, mérite d'être re-réfléchi. Quelle est la place que l'on fait à cette mobilisation finalement des capacités créatives, à cette mobilisation de l'imaginaire de l'enfant quand il est petit, pour le mettre en route vers quelque chose qui se dérivera après vers des activités plus culturelles, plus construites. On peut dire aussi qu'une des façons d'initier cette invention, c'est de repartir d'histoires qu'on a racontées aux enfants ou qu'ils ont lues. Ils vont remettre en scène, au travers de déguisements, au travers de différentes activités, les histoires qu'ils ont lues. Ils vont leur donner un prolongement, ils vont les détourner. C'est exactement la même chose que ce qu'on fera en production d'écrit après, quand ils auront travaillé sur un texte et quand on leur demandera de trouver une autre fin, de trouver une autre manière de mettre en scène les personnages. On voit bien qu'on a là des activités qui sont des précurseurs. Alors, je ne dis pas que ça n'est important que parce que ça deviendra de la production d'écrit plus tard, mais parce que ça nourrit l'enfant d'une certaine façon. Et puis les confrontations d'imaginaire dans ces moments-là, c'est assez intéressant à observer et à voir. Et je me dis quelquefois, il faudrait avoir le temps de noter ce qui se passe pour ensuite le transformer en un texte qu'on donnerait à lire aux enfants ou qu'on raconterait aux enfants en disant « mais ça, c'est l'histoire que Pierre et Ali ont inventée l'autre jour en jouant dans le coin jeu ». Et il me semble qu'il y a une richesse là derrière que l'on n'exploite pas au fond. Il faut voir comment dans ces moments, les enfants partent finalement de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont observé
ou de ce qu'ils ont appris au travers des livres et des histoires, hein, pour mettre en scène des choses. Comment ils revivent ou comment ils esquivent, je vais dire, certaines émotions. Tout ça, on pourrait le regarder avec les fils de la théorie de l'esprit, de tout ce que l'on veut, mais il se passe à ce moment-là des choses vraiment très très importantes. Et si on y regarde de près, il me semble que ça a beaucoup à voir avec ce que l'on attend des enfants à l'école élémentaire en lecture. Il y a un livre très savant que je trouve un peu difficile, qui est très ancien aussi, de Michel Picard, dont le titre est « La lecture comme jeu », J-E-U. Mais sans aller jusqu'à la théorisation qu'il en fait, on peut... Vous voyez, ce que vit l'enfant au travers de ces jeux-là, c'est le fait que le personnage... Il y a des personnages qui existent au travers d'une fiction. La lecture va les mettre en contact avec des êtres de fiction. C'est une sorte d'illusion, quoi. Mais rentrer dans un livre, c'est rentrer dans cette illusion. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui prépare à ça. Je deviens quelqu'un d'autre par la médiation du personnage que je joue. Petit garçon ou la petite fille qui sait bien qu'il y a des interdits sur le fait de se battre, etc., et qui va aller systématiquement vers l'épée qui est dans le coin jeu, là, dans le coin de déguisement, et qui va en trouver un usage autorisé, celui-là, est tout à fait licite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le fait aussi que quand ils jouent, les enfants savent qu'ils ne sont pas vraiment dans la réalité. Mais quand on lit, on s'abstrait aussi de la réalité. Hein? Lire, c'est accepter de se confier à l'imaginaire d'un autre d'une certaine façon et de s'embarquer dans son monde. Et on voit toutes les parentés, on pourrait creuser encore, mais entre ce jeu symbolique et ce qui va se passer après, face à la lecture, face à l'écriture, il y a beaucoup de parenté. Alors, pour terminer, je voudrais simplement souligner, au travers de tout cela, la richesse culturelle, la richesse symbolique, et puis la richesse de ce que les enfants apprennent dans le rapport aux règles, parce que dans les jeux, il y a toujours des règles d'une certaine façon. Et on voit bien que quand ils inventent des jeux de rôle, les règles sont parfois dites, pas dites, mais il n'est pas question que celui qui a le rôle du bébé sorte du rôle du bébé. Hein. Toi, tu es le bébé. C'est cette idée que les règles, elles sont relatives, elles sont inventées, mais du fait qu'elles sont posées, ce sont des contraintes. Et ces contraintes-là leur permettent de jouer. D'autres fois, les règles, elles sont écrites, ce sont les règles du jeu, ce sont pratiquement comme des consignes, des exercices. Une grande partie de ces jeux développe aussi des habiletés mentales qui sont fondamentales pour la réussite, on va dire simplement, des enfants comme élèves. L'attention, la concentration, certains jeux de construction, de manipulation qui demandent une habileté, etc., une précision. La mémorisation, bien sûr, l'anticipation, la planification, quelquefois. Parce que dans les jeux de rôle, il y a de l'anticipation, il y a de la planification. Surtout si on leur demande de réfléchir avant, de s'entendre avant sur le jeu auquel ils vont participer ou donner vie ensemble. Et puis enfin, il y a quelque chose qui me semble très important dans les apprentissages que font les enfants avec les jeux, c'est le rapport à soi et le rapport aux autres. Le rapport à soi aussi, parce que le rapport aux autres, on y pense plus facilement. Le rapport à soi, jouer, c'est parfois risquer de gagner, mais risquer de perdre aussi.
Et perdre est une aventure assez particulière. Perdre face aux autres, perdre devant les autres, perdre alors qu'on a l'habitude de gagner. Enfin, on voit qu'il s'agit de se mettre à l'épreuve d'une façon spécifique devant les autres, dans un groupe. Et le rapport aux autres, avec ces rapports de coopération, et ce qui est assez propre au jeu, c'est qu'à certains moments, pour jouer, on a besoin d'avoir des adversaires. Il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas quelqu'un contre lequel on va jouer. Et c'est une sorte de paradoxe de bien se représenter que pour un petit enfant, jouer contre quelqu'un, c'est aussi jouer avec quelqu'un. Certains éducateurs en EPS, ils ne disent pas on se bat contre, on se bat avec. Et c'est un jeu d'opposition qui renferme en même temps, on voit bien, une certaine forme de coopération. Et c'est en ce sens, finalement, que le jeu développe ou nourrit des relations sociales particulières dans l'école. On peut être dans l'opposition, les uns aux autres, tout en étant dans le jeu. Alors après, il y a des oppositions qui deviendront plus sérieuses. Une fois en ce moment. Mais le contraire du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité, disait Freud, ça c'est autre chose. Voilà, je pense que j'ai à peu près respecté les 45 minutes et qu'on peut avoir un moment d'échange. Juste comme ça, pour terminer, je vous confie cette pensée de Georges Bernard Shaw. On ne s'arrête pas de jouer parce que l'on grandit, mais on vieillit parce que l'on s'arrête de jouer.